Bonjour à tous. Donc, très rapidement, parce que j'ai vu qu'on était un peu pris par le temps, on va vous présenter un cas d'usage autour de l'expérimentation qu'on a fait sur la blockchain pour la gestion du patrimoine d'ouvrages d'art des petites communes. Donc, succinctement, moi je suis Thomas Plantier, je suis directeur de la transformation numérique au CEREMA. Le CEREMA, qu'est-ce que c'est? C'est un établissement public d'expertise au profit de l'ensemble des acteurs de l'aménagement du territoire et des transports. On travaille principalement sur ces deux sujets, plus les questions d'environnement. On dépend fonctionnellement du ministère de la Transition écologique. Et donc on a une approche qui est vraiment centrée sur les questions d'expertise technique et scientifique. Je suis Luc Jarry-Lacombe, cofondateur de Blockchain Certified Data, CEO de BC Diploma, une des applications connues de notre société. Donc le cas qu'on vous présente aujourd'hui, c'est une expérimentation qu'on a fait dans le cadre du guichet ITN6 de la DINUM, donc pour améliorer le service public par les technologies émergentes, et qui visait à améliorer la gestion, la façon dont on gère le patrimoine d'ouvrages d'art des petites communes. Donc, petit retour historique, il y a quelques années, le pont de Gênes s'effondre. Dans la foulée, le pont de Mirepoix-sur-Tarn en France s'effondre. Un rapport sénatorial qui nous a mobilisés au CEREMA est établi sur le sujet. Il montre plusieurs choses, et notamment que le patrimoine des ouvrages d'art communaux, donc les ouvrages d'art communaux, c'est les ouvrages d'art des communes, et donc qui sont sur une voirie communale. Dans une commune, on peut avoir des voiries départementales, des voiries nationales, là c'est vraiment sur les voiries communales. Donc des petits ouvrages qui sont très nombreux en France. Le rapport les estime à environ plus de 200 000. Et on se rend compte qu'on ne les connaît pas. On ne les connaît pas parce que les mairies ne les connaissent pas, on ne les connaît pas parce que l'État ne les connaît pas. Et donc, ce n'est pas qu'on ne sait pas où ils sont, parce qu'évidemment, les maires connaissent leurs ponts, mais c'est qu'on n'a pas de base centralisée sur ces ouvrages, qu'on ne connaît pas leur état, et que globalement, d'avis d'experts à la fois du Sénat et puis du CEREMA, on considère que 25% sont en mauvais état. Alors c'est un problème qui est de plus en plus important, parce que c'est un patrimoine, les ouvrages d'art, c'est un patrimoine vieillissant. Un ouvrage d'art, c'est une durée de vie d'une centaine d'années. Beaucoup ont été reconstruits après-guerre. Donc on arrive dans une situation où il faudrait vraiment s'en occuper. Et ce patrimoine, il est précieux parce qu'il est parfois très utile. Il sert pour le transport scolaire, il sert pour la vitalité économique des communes. Et on en a régulièrement qui s'effondrent. Alors ce n'est pas les grands titres des journaux nationaux, mais ils s'effondrent régulièrement. Donc dans ce cadre-là, le CEREMA a été missionné par le gouvernement dans le cadre de financement France Relance pour établir un diagnostic flash en moins de 2 ans de l'ensemble de ces ouvrages communaux. Donc prestation gratuite à destination des communes. Là, on parle vraiment des petites communes, c'est autour de 500 habitants et moins. On a plusieurs communes qui viennent nous voir qui ont de l'ordre de 10 habitants et qui peuvent avoir plusieurs ponts, voilà, parfois entre 4 et 10. Donc on a eu 12 000 communes qu'on a accompagnées. On a missionné des agents sur le terrain de bureaux d'études et on a recensé environ 42 000 ouvrages, dont 22% sont en mauvais état. Mauvais état, ça veut dire à la fois soit qu'ils sont proches de s'effondrer, soit qu'il fallait mettre en place des actions immédiates de sécurité, parce qu'elles mettaient en danger la vie de nos concitoyens. Donc ça peut être de limiter le tonnage si jamais c'est des problèmes de structure, ça peut être aussi de remettre des rambardes ou de les interdire purement et simplement la circulation. Et la question qu'on se pose dans ce cadre-là, c'est toutes ces communes, on leur a fourni un carnet de santé de leur ouvrage, qui fait une douzaine de pages, et qui est comme le carnet de santé que vous avez, qu'on a tous à titre individuel. Et le but, ça va être derrière comment on le fait vivre. Parce que ce diagnostic, finalement, on s'est rendu compte qu'il a été fait il y a 10-15 ans déjà par les services de l'État et direction départementale de l'équipement à l'époque, que les données avaient été perdues. Donc là, on a créé une base de données numérique, mais par contre, elle a un sens que si on la fait vivre. Et on se retrouve avec une population de petites communes qui a du mal à faire vivre ce carnet de santé, parce que finalement, là où elles sont à l'aise, et c'est ce qu'on leur a fourni, c'est des documents numérisés, mais aussi des documents papier, qu'elles font évoluer au format papier, mais qu'on ne récolte pas. Alors c'est un vrai sujet de gouvernance, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour de ça. Finalement, le maire, il doit fournir cette information parfois à l'établissement public de coopération intercommunale, la communauté de communes, parce que parfois la communauté de communes gère les droits et la gestion des routes. Elle doit le fournir temporairement à un bureau d'études qui va être chargé de faire une inspection de l'ouvrage, de regarder son état, de mettre à jour et de faire des recommandations à des entreprises qui vont faire des travaux et qui vont fournir à la fois, qui vont faire évoluer le carnet de santé, comme quand nous, on va chez le médecin.
Elle doit ouvrir ses données. Une partie de ces données sont publiques, hein, les données caractéristiques, les données techniques de l'ouvrage. Elle doit les ouvrir en open data. On parlait de la loi Le Maire tout à l'heure, c'est bien le sujet. Une partie de ces données sont confidentielles. Il a été considéré que les données d'état des ponts sont confidentielles parce que sinon, il y avait peu de chances que les maires passent du temps à les collecter pour être pointés du doigt en disant que ça ne va pas, sachant que derrière, pour agir, c'est compliqué pour des raisons à la fois techniques et budgétaires. Il faut que l'État puisse avoir une vision agrégée de ces données, donc rassembler données au niveau d'un département ou d'un canton pour connaître l'état moyen des ouvrages et mettre en place des dispositifs de financement ou d'aide à l'ingénierie pour les réparer. Et puis, il faut qu'elle puisse les partager aussi de manière confidentielle avec des potentiels financeurs. Et les potentiels financeurs, dans ces cas-là, c'est souvent l'État via les préfectures ou les départements via les agences techniques départementales. Et donc la question qui se pose, c'est on a quand même environ 36 000 communes en France. Chacun va devoir déléguer des droits à une dizaine de personnes. Il n'y a pas de tiers de confiance qui émerge. Voilà. On a un avis, on est dans une gestion qui est très décentralisée sur les compétences routières. On a une gestion au niveau départemental, au niveau des communautés de communes, au niveau des communes. Ça veut dire qu'on a 36 000 gestionnaires différents qui vont avoir chacun des bureaux d'études, chacun de l'ingénierie technique. Et comme on est dans une vision décentralisée, finalement, l'État, en tant que stratège, a un rôle à jouer, mais en tant qu'opérateur, l'État ne s'occupe que 10 000 km de route sur 1 million. Voilà. L'État ne fait que ça. Le reste, ça a été donné à d'autres qui doivent s'en occuper et qui n'ont pas forcément les moyens de faire. Et toutes ces collectivités qui ont un patrimoine d'ouvrages d'art, elles ne sont pas forcément preneurs de transmettre leurs informations à l'État, parce que l'État, elle considère qu'ils leur ont donné l'information sans forcément les aider, sans forcément les accompagner et sans forcément donner les financements nécessaires. Donc on a un vrai problème de gouvernance, et donc la question qu'on se posait, c'est est-ce qu'on peut résoudre ce problème de gouvernance et de fait que les gens ne veulent pas partager les données, non pas en faisant émerger un tiers de confiance, parce que ça fait 5 à 10 ans qu'on essaye et il n'émerge pas, mais plutôt en décentralisant la preuve par des technologies décentralisées, et notamment la blockchain. Merci. Et on s'est rencontrés dans le cadre du pôle systématique autour de ces questions de comment mettre en œuvre ce besoin de décentralisation grâce aux avancées des technologies et notamment grâce aux travaux de notre société Blockchain Certified Data qui est dite BC Diploma et qui a mis en place des technologies pour stocker et partager des données certifiées. Et c'est ces technologies-là qu'on a mis en œuvre dans le cadre du projet mené avec le CEREMA financé par la DINUM. Que font ces technologies en quelques mots? Elles permettent de sanctuariser un registre de données en ayant des preuves de l'identité de l'émetteur de ces données, des preuves à valeur probante, et ensuite d'utiliser ces données dans un cadre métier, c'est-à-dire de les réinjecter dans des processus dans lesquels on a besoin d'utiliser ces données avec leurs preuves, avec une traçabilité et avec un audit possible. Donc cette technologie, on a une particularité, c'est qu'elles sont déjà en œuvre. Le brevet qui les a décrites et initialisées est déjà mis en œuvre dans tout un ensemble logiciel utilisé par plus de 170 institutions dans 20 pays dans le monde. Donc on est loin des projets pilotes ou des essais. On est vraiment dans une utilisation de la blockchain à des fins de traçabilité de données institutionnelles publiques quand il y a besoin, dans des cadres de systèmes d'information. Concrètement, dans le cadre du projet avec le CEREMA, un stockage décentralisé à utiliser qui est non pas une blockchain, mais un stockage distribué public de type IPFS, qui a notamment une particularité, c'est qu'il est facile à installer dans un cadre de consortium par une institution ou un groupe d'institutions dans le futur, parfois plus facile à installer qu'une blockchain, et un cadre d'identité numérique, c'est-à-dire de compte blockchain qui identifie les émetteurs de données, basé sur de la cryptographie, basé sur de la cryptographie de blockchain Ethereum compatible. Et à travers ça, on cherche la confiance dans la donnée, à savoir quand on va utiliser la donnée d'un audit de pont, être certain qu'elle a été émise au départ par le CEREMA et que la commune va pouvoir la mettre à jour et la faire vivre. On vient chercher une notion de confidentialité, être capable de garantir que cette donnée est gérée au niveau local par la commune et transmise vers l'extérieur quand elle le décide et avec une preuve de la traçabilité de ce partage de données. Et on vient chercher la pérennité, puisqu'il s'agit de ne pas perdre le travail qui a été fait pour une longue période, et on parle bien de tranches de 10 à 15 ans,
Sinon, tout un effort du programme national Pont est perdu. Alors, on va aller très vite. Ce qui a été fait très concrètement a permis au CEREMA de mettre en œuvre, de tester, d'expérimenter et d'aller jusque sur le terrain auprès de communes et d'opérateurs de préfecture, de tester une application décentralisée, c'est-à-dire basée sur la propriété d'un compte blockchain. Ainsi, le CEREMA a pu ouvrir une instance de cette application décentralisée. Donc, utilisons des mots très simples, une instance de ce logiciel SaaS, mais qui a certaines propriétés importantes, c'est qu'il ne tourne pas sur une base de données. On a pu donc ouvrir une instance à chacune des communes, initialiser les données de cette commune avec les données d'audit du programme Pont et donner la pleine gestion et la confidentialité et les droits de partage sur ces données aux opérateurs locaux. Donc ce qui est intéressant ici, c'est d'interroger le lien entre politique décentralisée, je donne la gestion au plus petit niveau, et ce qu'offre une gestion décentralisée informatique, c'est-à-dire un système qui n'a pas été construit sur une base de données centralisée avec un opérateur ministériel qui possède et gère toutes les données, mais en fixant les règles au niveau général par un système décentralisé et en permettant à l'opérateur local de gérer ces données avec autonomie. Et c'est ce qui a été fait ici en allant jusqu'au bout du processus, à savoir on donne le compte à l'opérateur local, on lui apprend à s'en servir. Et alors là, ce projet est exceptionnel et passionnant, puisqu'on a mis entre les mains de communes de 200 habitants, d'opérateurs techniques de préfecture, un outil logiciel de dernière génération, et que ça s'est extrêmement bien passé. C'est-à-dire que nous, on a une mission, c'est que l'aspect fonctionnel masque la complexité technique et de pouvoir mettre la puissance des propriétés sous-jacentes techniques de décentralisation au service concret du besoin de la commune, c'est-à-dire une interface simple pour mettre à jour des données et les partager quand on en a besoin, et avec la certitude que derrière, il y a une conservation long terme avec traçabilité. Voilà, ça c'était une diapo d'un exemple de page du carnet de santé, donc les 3 premières pages. À gauche, vous avez l'ensemble des informations qui sont émises à chaque fois qu'on partage le carnet de santé et qui font le lien vers le stockage distribué, l'adresse blockchain. Comme le disait Luc, on a testé ça auprès de trois sites pilotes, une commune de 300 habitants. On pouvait être inquiet un petit peu au début d'aller parler de blockchain à une commune de 300 habitants qui, pour tout service technique, a une secrétaire de mairie à temps partiel. C'est peut-être là que ça s'est le mieux passé au final, puisque, comme le dit Luc, le service mis en place était globalement simple. Et finalement, c'est souvent quand on teste, on prend souvent des communes qui sont déjà un petit peu intéressées, qui veulent bien tester. Mais donc la blockchain, ils avaient bien compris ce que c'était après une première explication, et ils avaient bien compris que le sujet de la confiance dans la donnée pouvait être résolu comme ça. Et donc la simplicité d'accès de l'outil, pour eux, leur a particulièrement convenu. Et finalement, la question après l'expérimentation, c'est quand c'est qu'on l'a en vrai l'outil. C'était pas est-ce qu'il y a des risques, etc. C'est quand c'est qu'on a réellement cet outil, parce qu'on voit bien comment l'utiliser chez nous. Et puis un cas d'usage qu'on n'avait pas prévu, c'était aussi, qu'on avait pensé mais qu'on voyait moins. Dans ces mairies, il y a aussi des changements de maire assez réguliers, au moins tous les 5 ans. Ça permettait d'avoir une traçabilité pour eux au niveau de la gestion de leur patrimoine d'un maire à l'autre. Les retours ont été positifs sur un CIVOM, donc plutôt un syndicat intercommunal type communauté de communes, et un département, qui voyaient bien l'intérêt de l'outil. La seule remarque finalement du département, c'était de dire attention, quand l'État fait quelque chose comme ça, associez-nous bien, parce que là on est vraiment sur une politique décentralisée, et donc on veut avoir notre mot à dire, et étant donné que c'est bien ce qu'on voulait faire, c'était le sujet. Donc retour très positif, capacité à déployer à l'échelle, qui pose encore un petit peu question pour 2 raisons. Principalement, il faut quand même réussir à associer l'ensemble des acteurs autour de la table, et notamment les départements qui vont avoir un rôle à jouer assez important en termes de solidarité territoriale, parce que c'est eux qui vont pouvoir aider les petites communes derrière. Et puis la capacité à embarquer les services de l'État pour faire au moins, et nos services à nos CEREMA, pour faire au moins un peu d'aide derrière de premier niveau. Voilà ce que je peux en dire. Voilà, tout le reste est disponible. Il y a un petit rapport d'orientation qui a été fait, qui est volontairement global, qui a été préfacé par l'ancien député de la Loire, Jean-Michel Miss, qui s'était occupé de blockchain à une époque, et donc que je vous invite à regarder si vous avez plus de questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.